À la version longue, je reçois Janine Lefebvre, la fondatrice et directrice de la Maison des enfants Marie-Rose, située à Beauharnois. La Maison des enfants, en fait, c'est un endroit où les jeunes peuvent s'initier à l'art, à différents types d'art et qui sont supervisés par des professeurs, évidemment. Et on va en parler dans l'émission de tout ce qu'ils font. Et juste mentionner avant de commencer que la maison est maintenant déménagée dans le Manoir Hélice, un bâtiment qui avait été laissé à l'abandon, mais qu'ils ont pu rénover en recevant des subventions, dont une de Patrimoine Canada. Et c'est maintenant rénové. Ils sont maintenant dans ces locaux-là. Je le mentionne ici dans l'intro parce que dans l'émission, maintenant, on rentre dans le sujet sans l'avoir expliqué au préabord. Alors, j'espère que vous allez apprécier. C'était vraiment une très belle rencontre avec Mme Janine Lefebvre. Madame Lefebvre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Ça fait plaisir. Ouais, je suis très honoré de vous recevoir parce que l'art, la culture, c'est quelque chose qui me touche. Puis je pense qu'on va avoir de belles discussions là-dessus aujourd'hui. Mais je voulais commencer parce que récemment, vous avez reçu la médaille de lieutenant-gouverneur, en fait. Mais vous l'avez reçu comme en 2020, c'est ça? Comment vous êtes senti? Je sais qu'au téléphone, vous avez parlé, vous avez dit, moi, je veux pas avoir le spotlight sur moi, mais il faut quand même, je trouve que c'est quand même une belle marque de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous l'avez pris. Ben, d'abord, je l'ai reçu par la poste et j'ai été impressionnée. Je me suis dit, mon Dieu, le lieutenant-gouverneur. En fait, je la reçois avec grand bonheur, sauf qu'une récompense comme ça s'adresse à tous ceux qui ont contribué. Ouais. Donc, on ne peut pas la partager en 1000 petites médailles, là, ou je dirais en 30 médailles, puisque je dirais qu'il y a 30 personnes autour de ce projet-là depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est sûr que, bon, moi, j'ai peut-être contribué à mettre ensemble une certaine vision, mais tous ceux qui s'y impliquent ont droit aussi, je dirais, à un éloge. Et comme j'ai souligné, ce grand bénévolat me questionnait, en fait, parce que quand on s'occupe des enfants, et qu'on nous donne une médaille parce qu'on s'occupe des enfants, je trouve ça un peu particulier. Dans quel sens? Ben, dans le sens que ça devrait être la responsabilité de tout le monde. Ah, bon. Ouais. Donc, est-ce qu'on mérite une médaille parce qu'on s'occupe des enfants? Mais en fait, on m'a donné cette médaille parce que j'étais bénévole pendant des années. Je le suis toujours. Alors, non, j'ai remercié. J'ai écrit une lettre au lieutenant-gouverneur pour le remercier et lui dire que je la partagerais avec le conseil d'administration puis tous les bénévoles qui se sont impliqués. À travers les années. Parce qu'on ne fait rien seul, hein? Non, ça c'est clair. Vous ne pourriez pas donner tous les cours, administrer toute la patente. Non, ça c'est sûr. Non. Mais en même temps, vous dites, ça devrait être la responsabilité de tous de s'occuper des enfants. Mais on dirait que quand je pense aux communautaires, aux organismes, c'est vrai pour à peu près tout, dans le sens que ça devrait être la responsabilité de tout le monde de supporter tous les gens dans le besoin. Là, mais les organismes se créent justement parce que il y a des trous, il y a des vides. Puis c'est du monde qui ont une vision, qui ont une énergie. Je vais aller là parce que j'ai une force là-dedans. Ben, surtout, je pense que ce qui caractérise ce projet, c'est que nous, l'offre culturelle qu'on a faite, l'offre par les arts et la culture, la musique, c'était justement pour pas seulement occuper les enfants, mais élever leur esprit, leur donner la joie d'accès à la culture. Et ça se voit sur les enfants. Ça se voit quand ils font du théâtre, quand ils font un effort pour bien parler leur français. Ça se voit, ils sont contents. Alors, c'est pas difficile d'offrir quelque chose, j'allais dire, haut de gamme, mais mettre la barre haute pour les enfants. Ouais. Et je crois que dans certains milieux, je voyais ce matin l'article dans Le Devoir, on n'offre pas, dans les milieux dits appauvris, une grande qualité. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est offrir des cours de grande qualité, puis on réussit. Les enfants réussissent aussi. C'est ça. Oui. On va revenir justement, on va parler plus du projet, la Maison des enfants Marie-Rose. C'était
établi en 2007, mais ce projet-là a germé comment dans votre C'est-à-dire tête? que moi, en prenant ma retraite de l'enseignement collégial et universitaire, j'ai voulu revenir dans ma région et offrir mon temps, mes compétences, mes talents à ma communauté d'origine, qui est Beauharnois, et j'ai été très bien reçue. Donc, j'ai proposé à la communauté des Sœurs des Salons de Jésus et de Marie, qui sont les femmes qui m'ont formée, en fait, si elles voulaient, comme ça, soutenir un projet d'une maison des enfants, un peu à la manière de la maison des enfants de Maria Montessori dans les années 30, qui était en milieu appauvri. Hein. Le Montessori, maintenant, c'est dans les milieux plus à l'aise et plus chic, mais à l'époque, ça a commencé dans les milieux pauvres de Rome. Et elle a eu un succès fou. C'est pour ça qu'on l'a invitée partout dans le monde avec les enfants. Donc, cette maison-là, les sœurs ont dit, oui, on soutient ton projet à 100%. Alors, ça a donné un élan assez extraordinaire qui fait qu'à la fois, on a travaillé avec grâce et effort. Ouais. Un ne va pas sans l'autre. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est en parlant avec elle que c'est établi un peu l'idée de... Parce qu'il faut dire que vous avez étudié, vous avez étudié dans plein de choses, mais l'éducation, ça fait partie de votre vie et l'art. Et j'imagine que c'est comme ça. Vous dites, comment je me suis intéressée beaucoup à l'educational arts, que les Américains appellent educational arts, donc pédagogie artistique. Okay. Donc, j'ai fait mon doctorat à Sorbonne, centré un petit peu là-dessus. Comment, à travers les arts, on peut amener des enfants à s'intéresser à l'école, à s'intéresser à apprendre, à ouvrir leur esprit, à agrandir leur champ de perception de la beauté du monde, et à agrandir aussi leur conscience sociale, c'est-à-dire que l'art, c'est pas seulement pour exposer. Nous, c'est Armand Vaillancourt, le parrain de la Maison des enfants, donc c'est un homme extrêmement engagé. L'art est utile, l'art dit quelque chose d'une réalité, puis d'une réalité au Québec aussi. Et la pauvreté, elle n'est pas qu'économique, la pauvreté culturelle, ça fait des ravages aussi. Un enfant qui n'a pas de mots pour s'exprimer, c'est une souffrance. Donc, la culture apporte beaucoup plus qu'une œuvre d'art ou une pièce de théâtre. Hein. Il y a tout le processus créateur qui ouvre l'être. Okay. Je dirais même à une dimension spirituelle. Ah oui. La grandeur, je me souviens de cette petite fille, on jouait Blanche-Neige et à la fin, elle était tellement contente, elle avait encore tout son maquillage de scène, puis elle a dit, moi, j'aime tellement ça, la culture. Elle avait 7-8 ans. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle comprend de la culture? Elle comprend que ça lui permet d'exulter, d'exulter dans ce qu'elle a comme talent. Et ça, pour moi, c'est précieux. Mais pour vous, la culture, c'est quoi, vu qu'on l'a effleuré, là? Parce que c'est dans ma tête, c'est plein de choses. C'est l'amalgame de ce qu'on est, de ce qu'on voit. Ça peut être... Mais je ne sais pas, vous, comment vous voyez ça? Il y a la culture qu'on consomme, hein? Il y a la culture qu'on regarde, les films, il y a la culture qu'on expose. Et on fait ça aussi. Hein? On fait le soirée des enfants. Donc, les enfants peuvent montrer ce qu'ils ont appris à leur choix. Okay. Si l'enfant qui est excellent en chant ne veut pas présenter, il ne va pas le faire. Celui qui sait 3 coups de batterie, 3 coups de bâton, puis il va le présenter. Donc, nous, on n'est pas axé sur la performance. Pas du tout. L'espèce de numéro rodé. Pas du tout. Donc, pas de stress. C'est plus dans le processus. C'est dans le processus créateur. Oui. Et c'est à travers cet accès-là, le processus de création. Vous savez, un enfant qui a été étampé par le diagnostic TDAH et qui se concentre 1 heure de temps sur une œuvre, faire sa peinture, là. Il y a quelque chose d'extraordinaire, là, puis qui est content. Donc, tout ce silence dans lequel il va créer, il y a quelque chose de rencontre avec soi-même. Donc, il rencontre ses talents, il rencontre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de « apprends ton français, fais tes mathématiques, tiens-toi assis ». Tais-toi, assis-toi, etc. Donc, il rencontre la liberté de l'être. Et ça n'a pas de prix et ça s'expérimente tôt dans la vie. Et je crois que quand on touche à ça, quand l'art et la musique touchent à cette liberté créatrice, c'est là pour la vie. On en fait des êtres qui sont capables d'être libres dans leur pensée, dans leur création, qui croient en eux.
Et ça, c'est plus que de la consommation de culture. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est comme martelé avec toutes les plateformes de streaming, puis on est comme sans arrêt stimulé par toute la culture de tout niveau, je veux dire, là, mais de prendre, j'aimais ça l'idée de le silence, de prendre le temps, parce que la création vient souvent par une espèce d'introspection, à tout le moins de juste... Oui, s'apaiser. Oui, s'apaiser pour qu'est-ce qui va sortir de moi, qu'est-ce que j'ai à dire, ou sans que ce soit une parole politique, mais ça peut être juste j'ai besoin de dire quelque chose, mais il faut le réfléchir, il faut prendre le temps. Et il n'y a pas de critères de jugement. Il n'y a pas de critères de jugement. C'est sûr que le travail, là, on est en train de travailler sur la chasse-galerie avec les enfants. Alors, ils s'impliquent, eux. Ils ont des idées comment faire le canot, comment on va monter dans le ciel. Ils en ont des idées. Ben ça, de laisser le pouvoir aux enfants, ça leur donne beaucoup le goût de créer, le goût d'être bien dans la création. Ils vont être contents de montrer ça. Là, le 10 décembre, c'est la soirée des enfants. Ils vont être contents de montrer c'est leur création. C'est pas juste celle qui nous fait faire du théâtre, elle veut qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Ouais. C'est eux qui sont arrivés à quelque chose après avoir connu un des contes québécois marquants. Oui, c'est ça. C'est assez marquant dans l'histoire du Québec. Oui. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand même intéressant, mais il faut quand même, j'imagine, donner un certain cadre de... C'est d'essayer, j'imagine, de ne pas avoir une limite rigide, mais de moi, j'appelle ça la rigueur amoureuse. Ouais. Et les Américains, ils ont un courant en pédagogie qui s'appelle le soft chaos. OK. Et c'est un vrai courant en pédagogie pour eux. Là. Ça prend les Américains pour inventer un truc pareil. Mais j'aime ça, le chaos, le doux chaos. Ouais. Donc, il y a quelque chose dans l'organisation. Là, quand on commence à faire le théâtre, il y a toute une mise en train. Tu peux faire le fou. Là. Il y a tout un travail de musculation. Mais après ça, non. Tu sais, je leur dis, c'est quoi le cabotinage au théâtre? Est-ce qu'on cabotine? À chaque fois, je leur rappelle, qu'est-ce que c'est le cabotinage? C'est quand on niaise. Est-ce qu'on niaise quand on monte sur scène? Non. Donc, il y a quelque chose. Et dans le manoir, c'est encore mieux parce que c'est grand. C'est grandiose, disait Monsieur le maire. Mais là, ça donne, tu sais, les fois où tu rentres dans des grandes cathédrales, bon, le manoir, c'est pas une cathédrale, mais ça a un effet sur toi. T'sais. Mais eux, ça a un effet aussi, dans le manoir, avec les belles pierres, avec les rideaux de scène et tout ça, il y a une attitude qui va avec ça, puis ils la trouvent facilement. Là, ils sont... Non, mais j'avoue, je suis allé... pour la première fois, juste avant la pandémie, pour la première fois en Europe, en Belgique, en fait, puis je suis pas quelqu'un de religieux, mais je suis allé visiter les cathédrales, puis justement, c'est l'histoire, tu sais, il y a comme quelque chose, on dirait, dans l'âme de la pierre qui est là, en fait. C'est comme... Exactement. OK. Et c'est perceptible, ça. Dans le manoir, il y en a qui m'ont dit, pourquoi vous voulez rénover le manoir des Anglais? J'ai dit, manoir des Anglais, est-ce que ce sont les Anglais qui l'ont bâti ou bien... les nôtres, tu sais, dans la région de Beauharnois. Parce que les pierres qui sont là, puis on m'a dit que c'est bon pour 5000 ans maintenant, tellement c'est solide, c'est les nôtres qui ont fait ça. Okay. Donc là, je trouve qu'il y a un beau retour que ce sont les descendants de la région qui vont occuper cet espace-là. Là où Lord Durham avait dit, après être venu au manoir à Beauharnois, là, le premier manoir, pas celui-là, il avait dit, bon, c'est un peuple qu'on devrait assimiler parce qu'ils n'ont pas de culture. Hein? Ben nous, on est dans la culture à plein. Là. Ouais, alors ça, c'est comme une réponse. Ouais, là. Un beau pied de nez à l'histoire. Oui. Mais là, je l'ai mentionné dans l'intro, mais on va peut-être le préciser pour les gens. Là, c'est ça, le manoir Élis à Beauharnois était laissé à l'abandon. Tout le moins. Puis, vous aviez le désir, en fait. Est-ce que ça fait longtemps que vous aviez ce désir-là? Est-ce que c'était depuis le début de en 2009. En 2009, il n'y avait pas assez de place. Il y avait 2 ans après. OK, vous étiez saturé. Les enfants voulaient venir et puis je disais, il n'y a plus de place. Ils pleuraient. Ils disaient, comment ça, t'en as de la place? Mais il y a quand même des limites pour accueillir des enfants, pour faire un travail intéressant avec les enfants. Là, on est quand même, après l'école, l'enseignement de la musique et des arts, là, c'est quelque chose. Et là, j'ai dit, ce vieux manoir, mais tout le monde voulait le détruire. Là.
Ouais. Toutes les mairies ont voulu le détruire, ont voulu qu'il tombe à terre, ils espéraient que ça s'écrase. Mais nous, la différence, c'est que c'était pas rénover un bâtiment patrimonial, c'était occuper ce bâtiment pour les enfants. Il est au cœur de la ville, hein? Il était vraiment sur la colline, sur la colline, plus belle place. Ouais. Et puis, quand Patrimoine Canada ont décidé de soutenir, parce qu'ils le considéraient à valeur patrimoniale, pas patrimoniale parce qu'il y a eu un rajout d'un étage, donc c'est quand même plus intéressant parce que ça aurait coûté très, très cher. C'est ça. Et ils sont venus voir, et puis ils ont dit, vous êtes le seul projet dans tout le Canada, projet patrimonial qui inclut les enfants. OK. Et on va vous donner le maximum. Mais ça, là, ça fait du bien quand tu te bats. Tu sais, quand tu t'avances, tu remplis des formulaires, des demandes de fonds à n'en finir. Et puis tu te fais dire non, c'est trop vieux. Mais pourquoi vous n'allez pas dans le presbytère? Je me suis fait dire ça. Pourquoi vous... Comme si les enfants ont vu qu'ils soient dans le sous-sol d'église. C'est encore une mentalité un peu... tu sais, non, les enfants, ils ont le droit d'avoir un lieu culturel de très grande qualité. Ouais. En Europe, ça existe. Les enfants, on n'a pas peur de leur donner le meilleur. Et c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Puis c'est ça. Puis, mais je trouve ça vraiment noble. Je trouve ça intéressant, justement, de jumeler le patrimoine qui fait partie de la culture, le patrimoine. Tu sais, comme on parlait, de rentrer dans un bâtiment qui a une histoire, qui a eu un vécu, puis on le ressent. Puis j'imagine que ça... Je sais pas, là, vous êtes dans ces locaux-là depuis juin ou c'était... Depuis septembre. Depuis septembre, officiellement. Oui, depuis septembre, on a commencé à les occuper, même si c'est encore un peu en chantier, la scène. Oui, il reste des choses à faire. Mais il y a combien d'étages? Il y a 3 étages plus un sous-sol. OK. Est-ce que vous occupez... on occupe les 4 étages. Les 4 étages, c'est ça. Parce que j'avais été dans vos anciens locaux, qui n'étaient pas loin, qui étaient juste en bas de la côte, mais tu sais, justement, l'idée on a des enfants avec des instruments de musique, une batterie, c'est pas... ça fait du bruit, tu sais. Il y avait un petit chaos dans le sens que, bon, la musique est là, ça, mais tout est proche, mais là, j'imagine qu'avec les étages, on peut... Oui, là, il y a un local insonorisé pour la batterie. Bon, c'est ça. Alors, non, là, c'est plus intéressant, c'est plus respectueux des professeurs, c'est plus... Et batterie, c'est le cours le plus prisé des enfants. Oui. Alors, tant mieux qu'on a un local sonorisé, mais c'est parfait. Autant les filles que les garçons, là. Mais il y a quelque chose de défouloir avec la batterie. Il y a quelque chose de... Je dirais plus quelque chose qui endigue de la force. Oui, yes. Oui, ça endigue de la force. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne s'intéressent pas au sport. Hein? Et c'est sûr que les sports, c'est très populaire dans la région. Et il y a de l'investissement à la fois municipal, privé, individuel. Mais il y a des garçons, surtout, qui n'ont pas de lien avec le sport. Puis des fois, on les place dans ça, mais ils ont une attirance pour les arts. Et c'est manifeste. Hier, il y a un petit garçon, il dit, moi, je suis seul garçon qui danse, il est excellent en dansant. Il y a 7 ans, il est excellent. Okay. Taylor, qui s'appelle. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que t'aimerais? Il dit, j'aimerais ça qu'il y ait un autre gars avec moi en danse pour que je sois tout seul. Alors, on essaye de trouver un autre garçon pour aller au cours de danse avec lui. Donc, il y a quand même un questionnement là, pour les arts, là, mais chez beaucoup de garçons, ça répond à un désir... peut-être même inconscient de vouloir accéder comme ça à la culture et non pas être sur une patinoire à chaque samedi. Oui, il y a ça. Puis juste peut-être on pourrait revenir un peu. Puis, oui. Mais c'est quoi que vous offrez? C'est quoi les arts? Est-ce que c'est un peu ouvert parce qu'il faut avoir des professeurs aussi? On a Sculpture qui est offert par Serge Mouchet qui était formé... à l'École des arts de Lyon, qui habite à Beauharnois. Okay. On a un cours d'art qui est donné par Sonia, qui est une Mohawk qui travaille à partir de la glaise pour que chaque enfant ait accès à son animal totem. C'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, Régent qui enseigne la guitare et le piano.
tout ce monde-là est formé professionnellement, là. Ouais. Et ensuite, il y a Michael qui enseigne la batterie, qui vient de Montréal. On a eu la difficulté à trouver un batteur dans la région. On essaie que ce soit des gens de la région OK. qui travaillent avec nous. Ouais. Ensuite, on a le cours de théâtre, le cours de chant aussi. C'était Léo Piché, le fils de Paul qui enseignait chez nous, mais là, il est investi dans sa propre production. Alors, il ne vient pas faire le cours de chant, donc c'est quelqu'un d'autre. Et on a un cours de yoga. OK. Et yoga, mais une bénévole qui est spécialiste de yoga pour enfants. Donc, yoga méditation. C'est la première année qu'on l'offre cette année. On s'est dit, est-ce que ça va fonctionner après l'école? Est-ce que les enfants vont vouloir méditer yoga? Et c'est intéressant parce qu'elle a une approche artistique aussi en même temps. Les enfants y vont. OK. C'est très bien. Et là, il y a Christopher qui a parti un gym pour les enfants. OK. Donc, ils vont s'entraîner, ils font de la corde de danse, ils font un peu de boxing, mini-boxing. Alors, ça va selon aussi les compétences qu'on a autour, hein, selon le désir aussi Mais c'est sûr que c'est axé musique et art. Musique et art, principalement, oui, c'est ça. Oui. Et, ouais, ben, dans le sens, c'est ça. Qui peut aller, qui fréquente, en fait, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous les enfants, à toute classe sociale. Hein. C'est pas un organisme de charité comme tel. Là. C'est-à-dire que nous, on pratique une forme de résilience et on fait pas d'assistanat. Hein. On va trouver les talents des enfants et puis là, on les rend maîtres aussi de leur développement. Tu le sais que tu as un talent. Au début, ils ne croient pas trop à leur talent, mais à un moment donné, quand ça fait 4 ans, il y en a un, il a commencé la batterie, il venait d'avoir ses 4 ans. Okay. Ça fait 3 ans qu'il en fait. Il arrive avec ses bâtons. J'ai hâte de le voir le 10 décembre. Là, là il sait qu'il est bon. Ah ouais. Il sait qu'il est bon. Alors ça n'a pas de prix. Ça doit apporter beaucoup, ça. L'espèce de fierté. Oui, puis découvrir tes talents. En région, je ne sais pas comment sont les autres villes, mais l'offre culturelle n'est pas très forte. C'est beaucoup centré sur le loisir, c'est beaucoup centré sur des festivals. Mais nous, on aimerait bien partir un festival de cinéma pour enfants, par les enfants. C'est André Desrochers qui avait proposé ça. Vous devez connaître André, le cinéaste qui habite Beauharnois, qui est un ami de la Maison des enfants. Alors lui, avec l'ONF, il avait proposé qu'on fasse une semaine de cinéma pour enfants et où les enfants vont critiquer les productions. Grâce à lui, vous voyez, on a montré des films pour enfants qui venaient de Grèce, de Palestine, d'Espagne, des choses auxquelles les enfants n'ont pas accès. Là. C'est la culture américaine qui rentre à la grande porte. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une autre offre comme ça, qui stupéfie les enfants, de voir les jeux organisés, par exemple, dans un pays africain, comment ça se structure leur jeu, ils regardent ça avec intérêt, là. C'est ça. Et lui, il a fait des films aussi avec eux. Il a fait un film sur la fondatrice Mère Marie-Rose de la communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Puis il a fait un film sur ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Dans Beauharnois, c'était extraordinaire. Donc les enfants allaient voir. Puis pourquoi on appelle les mauvaises herbes? Donc c'est l'herbe à poux, l'herbe... Déjà, tu vois, c'était un cinéma qui t'apprend. C'est eux qui filmaient, c'est eux qui faisaient le texte, c'est eux qui parlaient, c'est eux qui ont fait le montage aussi. Mais en même temps, ils apprennent c'est quoi une mauvaise herbe, pourquoi on dit mauvaise herbe, etc. Mais j'avoue, c'est ça, comme je disais tantôt, là, on est bombardé de plateformes, de trucs, mais c'est souvent, c'est ça, la culture américaine qui nous est balancée en pleine face. Puis des fois, tu fais, parce que je voyais dans Le Devoir récemment, il y a 2 jours, là, il parlait il y a des films québécois qui sont sur YouTube gratuitement, mais l'affaire, c'est que moi, je fais un autre podcast en dehors d'ici sur le cinéma, puis on a fait une émission sur Denis Villeneuve. Puis là, je voulais me retaper ses films, puis là, j'essayais de trouver Maelstrom et Un 32 jours sur Terre. Pas sûr. Mais c'était pas trouvable. Mais j'ai trouvé le lien YouTube gratuit. Mais j'étais même prêt à payer une location. Mais j'étais comme, mais ils sont nulle part. Fait qu'après ça, c'est sûr qu'il y a un côté de,
ben, il y a quelqu'un qui l'a mis sur le web, tu sais. Fait il y a ça aussi, tu sais, l'espèce de... C'est pas tout le temps accessible, c'est dur des fois de fouiller. Il y a quelqu'un qui s'est enrichi aussi. Ben, c'est YouTube, c'est ça. Ouais, exact. Sur le dos des créateurs d'ici ben aussi. Exactement, tu sais. Puis des fois, tu te dis, ben, il n'y aurait pas moyen, en tout cas. Mais là, c'est moi qui délire, mais d'avoir une plateforme québécoise puis qu'on a accès, parce que je me dis, tu sais, ici, on finance l'art, on la subventionne, mais ce serait le fun d'y avoir accès peut-être plus facilement, tu sais, après sa vie normale, mettons, en salle pour un film, mais d'y avoir accès par après, des années après. Oui, nous, on rêve là, qu'il y ait un vendredi cinéma, par exemple, au Manoir, où justement les films Maria Chapdelaine, qui paraît-il, je n'ai pas vu encore, qui est merveilleux, ben, qu'on pourrait, nous, en région. D'ailleurs, il y a un réseau qui est en train de se créer pour les régions. Okay. J'ai oublié le nom, là, mais... Je crois qu'il y a une résistance à faire par les arts et par la culture québécoise. On doit être résistant et revendiquer. Nous, on a eu des ordinateurs il y a quelques années. Tous les enfants étaient après ça, on les a tous donnés. Ouais. Ils voulaient tous aller là, ils voulaient jouer sur des trucs. On a sorti ça de la maison des enfants, c'est fini. Nous, c'est culture, art, musique. Donc, quand on soit des ordis, on va le donner à un enfant qui en a pas ou qui en a un plus vieux, mais tu viens pas à la maison des enfants. Ouais. OK, c'est ça. Puis un enfant qui s'est inscrit chez nous, qui était dans un service de garde, et la mère a dit, il le braque de 3h à 6h devant un ordinateur. T'sais. Alors, elle trouvait que c'était vraiment aliénant qu'on mette comme ça son enfant qui ne voulait pas participer à d'autres choses. Je ne sais pas, il était tannant. Bon. Alors, elle l'a amené chez nous. Là, il a fait du vitrail cette année-là, du vitrail sur plastique. Ouais, là. Okay. Il s'est intéressé à des choses. Là. Il s'est bien parlé. Mais si tu braques un enfant parce que toi, ça te repose qu'il soit sur une ordi, nous, ce n'est pas du tout notre approche. Ouais. Au contraire, on veut les émotions des enfants. On veut les entendre. On veut ouais, c'est ça. Les endiguer dans l'art. Oui, et tantôt, vous parliez de justement l'éducation, que des fois, on regarde l'école, puis je peux comprendre que c'est difficile avec tant d'élèves d'avoir différentes façons d'enseigner, mais même moi, mettons, quand j'étais à l'école, je réussissais, j'avais des bonnes notes, puis plus tard, je disais, j'aimais pas l'école. Puis tout le monde était surpris, moi, mais t'avais des bonnes notes. Mais j'aimais pas ça. Suffisant. J'étais bon parce que j'avais une mémoire. Si j'entendais le prof dire quelque chose, je le retenais jusqu'à l'examen, c'était sûr. J'avais pas besoin de tant étudier, mais c'est pas, je suis pas plus intelligent. C'est une forme de comme j'avais cette faculté-là, qui m'aidait, mais sinon, je me sentais pas stimulé, mais ça doit être difficile justement d'avoir 35 élèves de gérer, mais vous, je sais pas comment vous voyez un peu ça, l'éducation, l'espèce d'idée c'est pas une excuse. Moi, j'ai enseigné en formation des maîtres. Hein. Okay. Et c'est vrai que, puis je comprends les professeurs, qui ont 30 élèves avec 8 gros cas de comportement difficile. Mais c'est pas une raison pour ne pas faire de projet créateur. Donc, moi, je disais aux futurs professeurs, il y a une recherche qui a été faite par un Québécois sur les groupes. Et dans chaque groupe, les groupes de cinéma, les groupes de classe, les groupes de fermières, il y a des constantes. Il y a 10 % qui ont des idées. Les autres, moi, c'est comme lui. Puis il y a 1 % qui vont jusqu'à réaliser l'idée. Okay. Donc, moi, je disais au prof, vous devez être dans ce 1 %. Tu peux pas chialer que ton école est pas belle. Mobilise-toi. J'ai une amie française, moi, elle a planté des fleurs dans son école avec ses élèves. Il y a plein d'enseignements à faire avec l'enseignement des fleurs. Hein. Tu peux faire des maths, tu peux faire des textes, tu peux faire... Donc, c'est la personne qui doit être elle-même cultivée. Ouais. Un professeur doit apporter ce nec plus ultra de la culture. Rien n'empêche qu'il apporte la musique dans la classe. Puis de dire, il n'aime pas ça, c'est pas... Non, c'est un effort, la culture, c'est un effort. Mais si le prof le fait pas, puis il reste juste dans les français-maths, qui sont les 2 thermomètres de notre système, les enfants, ils s'ennuient. Hein? C'est aberrant de les garder assis toute la journée, d'ailleurs, première chose. Mais il y a des expériences qui se font. Là. Les écoles alternatives, nos enfants sont allés à l'école alternative parce que, justement, ils ont accès à la culture dans ces écoles-là.
Oui, c'est ça. Puis j'aime ça l'idée que la culture, c'est quand même un effort, mais c'est ça, c'est. Comment dire, c'est justement parce que c'est un effort, il y a des gens qui font pas ce petit Ils font pas-là, pas l'effort. mais des fois, je me demande, tu sais, c'est ça, il y a des trucs. Moi, c'est sûr que le cinéma, c'est vraiment ma passion, mais des fois, je parle de films, puis le monde en a peur, puis je fais, mais c'est pas. Pourquoi tu as peur? Tu sais, parce que c'est un film allemand. Mais l'histoire est tellement. Tu sais, c'est pas compliqué. Je sais pas comment des fois les gens perçoivent que. Oh, ben là, c'est un film allemand, je sais pas, ça va être plate, mais ça. Non, c'est. Puis même que, mettons, je pense à un film de même. C'est pas celui que j'ai en tête là, c'est La vie des autres, là, qui a gagné le meilleur Oscar de film étranger, là, 2009, je sais pas. Mais c'est une histoire très pop, si on veut, là, tu sais. C'est très simple, une histoire d'amour avec. Une enquête même policière, je fais comme c'est bon, pourquoi, tu sais, des fois c'est ça, mais c'est de, tu sais, des fois je me dis comment c'est quoi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, comment qu'on amène la culture D'abord, il ne faut jamais y renoncer. Il ne faut jamais y renoncer. Nous, c'est dans nos valeurs. Nous, c'est français aussi. Tu ne peux pas chanter une chanson en anglais parce que tu la connais déjà, alors ça va, chante-la chez toi. Donc, il y a quand même un code d'éthique puis un code de valeur à Maison des enfants. Il y a des choses qu'on dérogera jamais, entre autres le français. Et cet acte de résistance-là, elle donne des résultats. Elle est exigeante aussi, mais elle est gratifiante. En 2007, l'école à côté de la Maison des enfants, ils m'appelaient quand il manquait de profs. Et en deuxième année, une fois, moi, quand ils avaient fini leur travail, je faisais c'est pas un café philosophique, mais je faisais une approche philosophique avec eux. Okay. Donc, ils devaient, deuxième année, là, je me souviens de celui-là en particulier, des questions que vous avez jamais osé poser à personne. J'en avais 15 au tableau, là. Après, on votait pour laquelle on allait choisir, comme le développement de la pensée de l'enfant, c'est extraordinaire. Moi, je finissais ma journée de suppléance avec un immense bonheur d'avoir entendu les enfants, tu sais, sur leurs questions. Un jour, il y en a un qui a dit, moi, je voudrais savoir à quoi ça sert les pesticules. Et là, toutes les filles ont fait « Ah! » Alors, j'ai dit « Est-ce que tu veux dire les testicules ou les pesticides? » Fait que là, il a dit « Je veux dire les testicules » parce que son père avait eu une opération et pour lui, c'était important. T'sais. Alors, on l'a choisi à quoi ça sert. Mais je n'ai pas fait un cours 101 sur la sexualité. T'sais. Les enfants, ils ont compris par métaphore, ils ont très bien saisi. Donc, il n'y avait pas non plus « Ah ben non, on ne parle pas... » Non. T'sais, la question, l'ouverture d'esprit, on l'a marqué au tableau. Ils voulaient tous savoir l'origine de la Terre. Beaucoup voulaient savoir l'origine de la Terre. Est-ce que Dieu existe? Des questions. Deuxième année. Fondamentales que personne ne répond parce que français, mathématiques. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on entend parler, ce serait peut-être bon d'avoir des cours de philo, justement, même au primaire, mais tu sais, des fois, le monde, à quoi ça sert la philo, même au cégep? Mais ça sert à quoi? Ça sert juste à pratiquer la réflexion puis à former une parole, en fait. Après ça, tes idées, c'est tes idées, tu sais, ils vont fluctuer aussi dans le temps, là, mais les enfants moi, je sont disais à mes capables de élèves, jaser. la philo, là, quand ils chialaient, c'est plate, la philo, à quoi ça sert? Je leur disais, ça va servir que tu n'auras pas juste 300 mots pour t'exprimer, d'abord. Puis tu vas être capable de développer ta pensée. Et développer sa pensée, ça fait des êtres libres. Alors, si tu penses avec 300 mots, ça va être difficile peut-être d'échanger avec tes enfants plus tard. Peut-être tu vas vouloir qu'ils se mettent eux aussi à réfléchir et à penser. Et ça, c'est pas tout. Beaucoup pensent comme les autres. T'sais. C'est à ça que ça sert, la philo. Les arts aussi, ça sert à construire l'être. Et puis, on a peur de ces mots-là. Et c'est comme une résistance intellectuelle, là, mais pour moi, ça fait partie de la vie. Mais la vie avec un grand V. Oui. Mais est-ce que, dans le fond, c'est ça, est-ce que vous avez l'impression que les gens ne laissent pas la place aux enfants de, justement, à cet âge-là, ils peuvent philosopher, oui, ou c'est... Des fois, j'ai l'impression Ils ne croient pas, on ne leur a pas laissé la parole, eux, d'abord.
Et Oui. quand on a publié un livre de poésie, nous, avec la CRE à l'époque, qui avait soutenu la publication et tout le travail qu'on a fait, 42 enfants qui s'étaient impliqués. Et beaucoup, quand je lisais ce livre, ils disaient, c'est pour les enfants qui ont écrit ça. Donc déjà, Ah tu ouais. sais, il y a une petite fille de Saint-Chrysostome, elle a écrit « Papa, sans toi, je serais un voilier sans voile. » 12 ans. Wow. Pas magnifique, Très mais beau. c'est pas un enfant qui a écrit ça. Ah, elle a été dirigée par le prof. Voilà. Puis ouais. Ça a été script édité. Et c'est faux, c'est faux. Les enfants sont capables de grandes choses. Il y a un autre enfant qui a écrit on meurt de la vie. La vie est une maladie, on meurt de la vie. Et c'est vrai qu'on meurt de la vie. Oui, mais c'est... Hein? Oh. Et moi, là, il disait, bon, c'est pas un enfant qui a écrit ça. Oui, c'est un enfant qui a écrit ça. Il s'appelle Bastien, c'est lui qui l'a écrit. Alors, tu sais, il y a comme un pot à mots. Et moi, je mets des mots, je mets pas juste 300, tu sais, des mots faciles, là. Je mets toutes sortes de mots. Il les pige et s'il les aime, il les garde. Puis ils écrivent à partir de ces mots. OK. Alors, non, il faut voir ce qu'il y a de plus grand dans l'être. Non, puis, tu sais, c'est ça, parce que je veux dire, même les enfants peuvent être confrontés à la mort, un grand-parent qui décède, je veux dire, même très jeune, là, tu sais, puis même, je parlais avec un ami récemment, tu sais, moi, mettons, ma génération, quand j'étais plus jeune, là, les films de Disney, tu sais, Le Roi Lion, qui est grosso modo une pièce de Shakespeare, mais il y a quand même la mort du père de manière brutale dans un film pour enfants. Puis aujourd'hui, ben non, aujourd'hui, il ne faudrait pas le montrer, mais ça fait. Oui, c'est brutal, mais j'ai pas été. Je pense pas qu'il y ait personne qui a été dramatisé vraiment par le Roi Lion, mais on a été confronté à ça, qui est la trahison des thèmes assez durs, tu sais, mais les enfants sont capables de le prendre, d'assimiler puis de le processer. Ben, surtout à notre époque où même les universités se questionnent, tu sais, on doit-tu dire ci, on doit-tu dire ça. Moi, je suis pour la liberté. On fait beaucoup de cercles de parole, nous, avec un bâton de parole qu'on a emprunté de la culture amérindienne. Et quand ça... Qui est quoi, en fait? C'est un cercle, hein, puis quand tu as le bâton de parole, tu ne peux pas... personne d'autre a le droit de parler. OK. Donc, au lieu de dire tais-toi, machin, tout ça... C'est par le positif. Tu as le bâton de parole. Puis après que tu as fini de parler, on te laisse aller au bout de ta pensée, ben, tu donnes le bâton à quelqu'un d'autre. Et quand la mort est soulevée, personne ne va dire on ne parle pas de ça. Non. Comme vous dites, ben, il y en a un qui a perdu sa grand-mère. Il y en a qui vont pleurer. Ah oui. Il y en a 2 là, qui viennent de perdre. Ils ont perdu leur père dans un accident. On ne va pas les empêcher là, de parler de ça. Mais souvent, les adultes, hein, comme à notre époque, on ne parle pas de sexe. Ouais. Là, on ne parle pas de la mort. Il y a certains mots qu'on ne peut plus prononcer. Là aussi, il doit y avoir une résistance. Vous trouvez, oui, à taire, à faire taire. Il ne faut pas faire taire. Non, l'enfant, quand il a besoin de parler, et chez nous, il a même droit à sa colère. Là. La colère, c'est pas criminel. Là. C'est une émotion. C'est une émotion et souvent, ça t'aide à te mettre debout. Alors, tous les animateurs le savent, les profs aussi, hein? Les profs aussi. Nous, on ne va pas dire tu n'as pas le droit de pleurer, puis si tu es un gars, des fois, ou tu n'as pas le droit d'avoir ta colère. Non, une colère, c'est un vrai mouvement de l'être. Alors, ça finit toujours par s'arrêter, là. Une colère, ça ne dure pas 3 jours. Non, puis il faut la vivre un moment donné pour comprendre aussi les mécanismes, puis la voir venir après, tu sais, puis la gérer pour pas qu'elle déborde. Mais je veux dire, enfant, il y a aussi... tout est plus... peut-être intense, plus... Ben, moi, j'ai dit à un enfant, justement, qui était très colérique, et avec raison. J'ai dit, tu sais, tu as toute ta vie pour contrôler ça, apprendre à te maîtriser. Il y a des adultes qui le font pas, ils ont 50 ans. Il lui dit, c'est pas vrai. J'ai dit, oui, moi, j'en connais. Ils se maîtrisent pas, tu sais, ils n'ont pas encore... Enfin, tu as le temps, tu sais, c'est pas si grave que tu sois en colère. Tu as le temps de... t'apaiser, tu sais, avec le temps. Alors, oui. Je vais revenir un peu parce qu'on parle de culture puis l'espèce de... c'est un effort, tout ça, mais je suis curieux, la culture est arrivée comment dans votre vie, en fait? Comment cet intérêt-là pour la culture est arrivé? Ben, je dirais 2 choses. D'abord, j'ai un père qui était violoneux. Et donc, quand il jouait des airs tristes surtout, des valses, des...
Bon, il jouait aussi. Alors, c'est un apport unique quand tu es enfant, tu sais, quand tu aimes ton père aussi. Et il me consolait avec le violon. Quand je pleurais, il venait avec son violon, puis il disait tu fausses, là. Reprends ça, là. Puis il faisait ça jusqu'à temps que je ris. Alors, il y avait quelque chose de thérapeutique déjà dans la musique. Et l'autre chose, peut-être un besoin de solitude très tôt. Donc, moi, il y avait un boisé chez nous. Une espèce d'immersion dans la beauté de ce boisé, une immense pierre avec de la mousse, un petit ruisseau, les peupliers les peupliers tremblent là, de voir les feuilles. Toute petite, j'allais là, moi, toute seule, j'aimais ça. Donc, accès à quelque chose d'autre que vivre, c'est manger, boire, consommer, dormir et prouver aux autres que t'es quelqu'un, tu sais, il y avait quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, on y a accès par différentes façons, et entre autres les arts et la culture. C'est une façon d'avoir accès à autre chose en soi. Ouais. Et alors, c'est ça. Mais est-ce que vous avez fait de la musique? J'aurais voulu faire mes beaux-arts. OK. J'aurais voulu, mais on était 10 enfants. Ouais. Donc, comment j'aurais pu, moi... Et il y avait un préjugé sur l'École des beaux-arts. Alors, ma mère m'a dit, c'est des filles de mauvaise vie. Ah, OK. Alors, moi, je comprenais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, une fille de mauvaise vie, tu sais. Je me trouvais bonne, tu sais. Je faisais des sculptures avec la glaise. Je dessinais, tu sais. Je me trouvais... Et puis, finalement, mes parents ont voulu m'inscrire à Saint-Lambert en formation des maîtres chez les Sœurs Jésus-Marie, qui sont des femmes extraordinaires, des femmes avec des doctorats, des femmes philosophes qui m'ont initié à Maurice Blondel, à Sartre. Vraiment, tu sais. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cette formation-là, malgré tout, même si je voulais pas être professeur. Et finalement, je dirais à ma retraite, ces deux choses-là se sont jointes, tu sais, vu que... Et j'ai jamais cessé d'écrire, j'ai jamais cessé aussi de dessiner, de faire de la sculpture quand j'avais le temps, tu sais, par moi-même, tu sais. Alors là, c'est comme si en moi, ça le dit, il faut faire une offre aux enfants aussi, tu sais. Il n'y avait pas des arts quand j'étais petite, là. Ouais. Il n'y avait pas d'art dans notre école de Rennes, là. Il t'avait pas... Donc, il faut offrir ça très tôt. L'enfant, très tôt, a accès lui-même, quand il fait des dessins ou quand il apprend à chanter. Moi, je dis toujours, un enfant qui chante, un enfant heureux, peu importe sa structure familiale, peu importe ses drames, quand il chante, ça apporte de la joie à tout son corps. D'ailleurs, c'est prouvé par les recherches scientifiques. Ça altère le cerveau. Bon, moi, j'ai pas besoin de lire la recherche. Je sais que c'est bon pour l'humain de chanter. C'est naturel de chanter. Et la transmission de la culture, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Je me souviens qu'il y a une parent qui avait dit, mais là, la danse folklorique, les enfants, ils n'aimeront pas ça. Ils adorent ça. La danse folklorique, on a eu une des meilleures professeurs de danse de folklore pour enfants. Alors, ils apprennent aussi des histoires québécoises, tu sais, des histoires qui tournent autour des bûcherons, des histoires qui tournent... Mais ils adorent la danse folklorique, mais c'est nous, ça. Donc, on ne peut pas non plus se défaire de ce qui nous a fait, tu sais, de ce que nos ancêtres ont fait, qui nous ont donné comme culture, tu sais, la danse folklorique, les 7 carrés, tout ça, ça nous appartient. Une fois, il y a une professeure, elle a dit, je peux-tu amener mes élèves? J'aimerais ça que tu leur montres une danse pour la fin de l'année. C'est parfait, amène-les. J'avais trouvé 3 trucs, tu sais, une danse plutôt classique, deuxième année, une danse folklorique, puis une danse moderne, contemporaine, là, tu sais, très mystifiante. Donc, je mets les 2 premières musiques. La 3e, c'est la musique du violon. Ils se sont tous mis à danser. Ah ouais. Comme si j'en revenais pas. Ils se sont tous mis comme les pistes à dents, eux. Ils se sont tous mis comme à giguer, improviser, 2e année. J'ai dit, c'est dans notre ADN, ça. C'est ça, c'est inscrit dans nous. Pourtant, tu sais, c'est pas des enfants qui entendent des violonneux comme ça. T'sais. Et j'espère en trouver des violonneux à Beauharnois aussi qui viennent jouer dans le manoir souvent. Ouais. Je sais qu'il y en a qui jouent dans un garage. Je cherche à trouver ce garage-là pour leur offrir une belle scène, pour que les enfants entendent aussi la musique folklorique de leur pays. Ah ouais, puis ça, là ça va être...
mon moment, je vais me choquer, là, mais tu sais, comme mettons, là, les chansons de Noël, là, ça va commencer bientôt, le 1er novembre. Puis là, on a comme le jour le jour de l'an, que là, on a un peu de rigodon, puis des rilles, tout ça. Puis là, le moment, ça, je suis tanné. Je suis comme, voyons, c'est notre musique. C'est bien plus beau que des comptines d'enfants. Les chansons de Noël, c'est des comptines ou des chants religieux. Puis je suis comme, mais là, ça, on écoute une journée, vous êtes tanné. Ça me fâche. On devrait en avoir plus. S'il y avait, tu vas en Allemagne, ils ont toute leur culture qui date du Moyen-Âge. Tu sais. Ouais. Ils ressortent des choses du Moyen-Âge. Ils ont des festivals qui datent du Moyen-Âge, qui datent de 1700. Ils n'ont pas honte de ça. Ils se costument comme au 17e siècle, puis ils sortent dans les rues, ils font des trucs, des instruments du 17e. Alors que nous, et je trouve que ça va avec un mépris de soi aussi. Oui, mais c'est ça, je m'allais dire, on a une honte de... Tu peux pas avoir honte de ta culture, tu sais, même ça a été une grande résistance, tu sais, quand on pense aux patriotes, quand on pense, ils chantaient les patriotes, hein, ça n'a pas été dit, mais moi je l'ai vu quelque part, ils chantaient beaucoup. Il y a longtemps que je t'aime cette chanson-là. Ouais. C'est Gilles Laporte qui en parle. Donc il y a quelque chose qui unit. Des gens. T'sais. Et c'est pour ça, si on répond, pensez que les enfants m'ont pas, on ne leur montrera pas. Non. Ça aussi, il faut qu'ils sachent ça. Ouais. Ils apprennent, à chaque année, je leur montre Partons, la mer est belle. Et je leur explique cette chanson-là, tu sais, qui vient des ancêtres bretons qui allaient à la pêche. Et puis ça, c'est quand ils sont arrivés ici, ils ont continué à chanter ça. Puis ton grand-mère ancêtre. Puis ça a passé. Et moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ça a passé beaucoup par les femmes, tu sais. Et ils adorent cette chanson-là. Ouais, je pense que ça s'inscrit justement surtout quand on parle du folklore, de notre histoire. Si on ne l'explique pas, on écoute juste le truc, on fait, on peut vite un enfant parce que là, il est stimulé par d'autres musiques, puis par la musique de leur époque, puis c'est correct. C'est vraiment correct, mais puis là, ils entendent cette chanson-là, OK. Mais si tu comprends le contexte d'où ça vient, alors là, je pense que ça fait grossir le... L'enfant, il a le désir d'apprendre. Il faut que tu lui donnes... faut que tu lui en donnes. Il faut que tu le nourrisses à sa hauteur. C'est pas rien qu'ils ont leur phase du pourquoi, tu sais, même à 3, 4 ans, là, tu sais, ils veulent savoir. Puis des fois, même nous, moi, j'ai un neveu là, qui a 3 ans et demi, mais même moi, des fois, là, je regarde, puis il y a des questions. Puis même moi, je dirais, OK. Puis, tu sais, je sais pas comment réagir. Il y a comme un genre de je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je te dise. Fait qu'il y a ça aussi. OK, je vais répondre, mais on dirait que je me fais surprendre. Tant mieux. Tant mieux. Mais... Ça te fait aussi réfléchir. Qu'est-ce que je réponds à un enfant? Qu'est-ce que. Des fois, il veut la réponse là, puis c'est comme je sais pas formuler. Je sais pas comment répondre. Déjà, en disant je le sais pas, il voit bien un adulte qui sait pas tout. Déjà, il pige quelque chose, c'est que l'adulte ne sait pas tout, il cherche le avec. C'est bon de ne pas savoir tout. C'est très bon. Je voulais embarquer, le temps avance, mais on a encore un peu de temps. Dans le fond, vous, est-ce que vous êtes c'est vraiment un organisme communautaire ou c'est lié avec les... On est un organisme OBNL, un organisme à but non lucratif. Okay. J'aime ça parler un peu du communautaire, des organismes quand j'ai des invités ici. Parce qu'on le sait que c'est pas tout le temps facile en fait que quand je dis pas tout le temps, c'est jamais facile. La recherche de financement, un peu comment vous voyez ça? Est-ce que c'est un côté qui vous épuise un peu? Oui, mais qui me fâche aussi. Ouais. Parce que on n'a aucun soutien gouvernemental. Hein, donc, il y a du soutien à Boarna pour les 0,5 et les 12-17. Mais les 5-12, nous qu'on touche, il n'y en a pas. Aucun ministère, ni de la famille, ni du PESOC. On a beau demander, on nous renvoie. Vous êtes famille. Vous êtes PESOC. Vous êtes une école d'art. Ils sont venus chez nous. On a démontré c'est quoi l'art, la pratique de l'art pour la résilience. On n'a pas inventé ça. Là. Il y a d'autres pays. Au Venezuela,
Ils ont rentré des instruments classiques dans les favelas. Puis la musique, ça a transformé beaucoup de milieux criminels. Là, il y en a qui sont devenus des musiciens professionnels. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas... Alors, c'est ça. Là, on est en démarche avec notre député qui nous aide beaucoup, mais qui voudrait bien qu'on ait aussi accès à ce... Donc, on est un petit peu à la limite, à la frontière entre deux choses, parce qu'on a un magnifique café à Beauharnois, le café du Manoir, le meilleur café de la place. C'est nous qui l'avons. Et on espère que ce café-là aussi va faire vivre, avec des viennoiseries, des croissants, des bonnes choses, là, va faire vivre aussi, peut-être devenir entreprise d'économie sociale. Enfin, on est un peu... on tangue d'un côté et de l'autre parce qu'on est en création. On commence là, à investir le manoir. Alors, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'aide pour l'infrastructure. Ça, c'est quand même extraordinaire. Tu sais, le ministère des Affaires municipales. Et on s'est investi, nous aussi, notre petite chose, notre petit organisme qui a ramassé 70 000 $ quand même, tu sais, en 14 ans, là, on achale tout le monde, tu sais, on harcèle, bon. Mais c'est sûr que la TROC, ils ont fait une étude et puis, normalement, un organisme communautaire, il y a 3 salariés temps plein, tu sais, un directeur ou une directrice, adjointe, puis une intervenante. Mais nous, on peut juste payer un directeur, tu sais. On a un soutien encore un peu des sœurs, la communauté des sœurs Jésus-Marie, mais pour combien de temps? Elles sont en train de vendre la maison de fondation. Donc, c'est toutes les communautés religieuses meurent un jour, comme nous. Alors, on a commencé du pain il y a 5-6 ans. On a formé les enfants pour en vendre, un excellent pain bio. Alors, on a des possibilités de vie financière, tu sais, mais on aimerait bien un soutien gouvernemental important tant qu'on ne sera pas autonome financièrement. Ouais. Et parce que c'est ça, la semaine passée, j'ai reçu Virginie Bernier de la CDC Roussillon, mais ça revient tout le temps sur le financement, la mission, parce qu'il y a tellement de perte de temps à juste remplir de la paperasse. Là, vous l'avez fait pour le truc patrimoine, mais ça reste quelque chose de précis, là, mais de fonctionner par projet tout le temps, il y a quelque chose d'épuisant justement quand il n'y a pas de salariés puis qu'il faut mettre de l'énergie. C'est beaucoup d'énergie à essayer de... C'est énormément parce que ta première mission, c'est de la présence aux enfants. Oui, c'est ça. Alors, si tu passes la moitié de ton temps à aller chercher des sous, et je pense que les instances politiques sont très au courant du travail qu'on fait, ils sont très contents aussi. Non. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi un soutien. Et moi, je dis toujours... Le document qui est sorti, le Québec fou de ses enfants là, dans les années 90, si le Québec est si fou de ses enfants, il devrait investir surtout dans les milieux appauvris culturellement et sur le plan éducatif aussi. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire le Québec est fou de ses enfants si on ne soutient pas réellement ceux qui... Tu sais, les écoles qui tombent en ruine en ce moment, là, les écoles publiques, c'est inadmissible. Tu sais, tu te dis, coudonc, est-ce que tu crois vraiment à la relève de ton pays? Oui, c'est ça. Puis d'offrir une base stimulante là, pour avoir plus de gens qui atteignent des plus hauts potentiels. Là, puis, je ne veux pas juste parler en rendement capitaliste, mais en espèce de... Chaque personne a un potentiel, puis si on peut donner comme un soutien juste pour les as propulser, en fait, vers le plus haut. Oui. Et qui ne décrochent pas. Qui ne décrochent pas de l'école. C'est ça. Surtout ça. Surtout ça. Et est-ce qu'il y a des plans de faire vivre le manoir en dehors de la mission pour les enfants? Oui, absolument. Tu as parlé de soirées cinéma, mais... Oui. Bien, avec Rodolphe Demers, qui est le co-directeur depuis 7 ans, vous voyez, la semaine prochaine, on présente Le Manoir d'hier à aujourd'hui par André Larose, qui est un spécialiste de la seigneurie de Beauharnois. Et c'est tout. C'est un historien, puis c'est passionnant. Donc, il présente ça. Ça va être la première. C'est un 5-7 avec une soupe. Okay. Mais juste avant, il y a 2 enfants qui vont lire leurs poèmes.
OK. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit un Oui, concert, OK. que ce soit... On va avoir une salle aussi de concert vraiment bien C'est ça, là. ajustée à la beauté de C'est qui va... l'endroit, oui. Ouais. Donc, à chaque fois, ça, on a parlé avec Rodolphe, et j'ai dit, même quand je vais être morte, je veux que les enfants continuent à être au cœur du projet. Ouais. Tu sais, le manoir, il y a une amphithéose de 50 ans, là. OK. Ça peut pas être un bar, ça peut pas être un logement condo, ça peut pas être rien d'autre que la mission pour les enfants. On est assis au cœur de la ville. Et là, il y a tout un travail pour les centres-villes. Ouais. Donc, nous, on est dans le centre-ville. Donc, on est inclus aussi dans tous les projets du centre-ville. Et il y a une personne qui est venue, je ne sais plus si c'est du CLD ou... puis elle a dit, vous êtes assis sur une mine d'or. Elle a vu ça. Un excellent café, là. On ne sait pas n'importe quel café. Les Champs-Élysées. Moi, je dis c'est le café des Champs-Élysées. Et puis, donc, stimuler une fréquentation quotidienne. Le soir, des conférences. On en a 10 en ligne, là. OK. 10, dont une sur Louis Dantin, qui était le maître à penser d'Émile Nelligan, enfin, qui l'a coaché dans sa poésie. On a un sur Desjardins, Dorimène et Alphonse Desjardins. C'est Pamphile qui a fait sa thèse de doctorat sur Desjardins. Il veut l'appliquer au Bénin. Il va nous présenter son travail. OK. Alors, Madame Bombardier, son dernier livre. Donc, ça, c'est à tous les mois. Il y a un 5 à 7, une conférence, mais une conférence question. Il y a une femme de Beauharnois aussi, la descendante de Touchette, qui était expatriée en Australie. Elle va venir nous parler de son trisaïeul. Alors, c'est des sujets variés. Ça, c'est au niveau des conférences mais il va y avoir aussi des concerts. Il y a déjà des musiciens qui sont prêts. La salle, elle est vraiment bien. Elle a une mezzanine, donc une ouverture. C'est à combien de places? Et il y en a 80 assis en bas, puis à peu près l'équivalent en haut aussi. Ben, quand même. Oui. Puis il y a des musiciens qui nous ont dit qu'ils cherchent des petites salles sympathiques, puis mais vraiment bien sur le plan sonore. Ouais. Donc, ils viennent, je ne sais pas le terme, là, se préparer, ils viennent faire leur rodage. Leur rodage, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Donc là, c'est moins cher. Ils viennent faire ça. Et, c'est ça. Alors, voir les artistes de la place aussi, comme je vous dis, il y a des violonneux qui pratiquent. C'est intéressant, les violonneux. Ouais. À Québec, le Page, il fait des soirées de boxe pour rentabiliser peut-être le diamant. Il paraît que c'est tout le temps plein. Ouais. Bon, nous, on ne peut pas faire des soirées de boxe, mais il faut trouver aussi quelque chose qui touche toutes les classes sociales, qui touche tous les goûts aussi, Ouais. Et puis, les personnes âgées qu'on fréquente, nous, depuis le début avec les enfants, ils ont bien hâte aussi. Il y a un centre, une résidence à côté. Là. OK, oui, c'est vrai. Ouais. Puis ils disent, ils viennent avec leur marchette. Quand est-ce que ça ouvre, là? Ils vont voir autre chose que le baseball assis puis le bingo, là. Puis les poches, tu sais. Ouais. Alors, ça aussi, là, c'est du rétrécissement culturel, tu sais. Alors, nous, on a une offre intergénérationnelle aussi, avec un programme, justement, pour lequel on a travaillé une semaine de temps. C'est ça. Écoutez, on est arrivé à la fin de tout ça. J'ai bien aimé notre entretien et écoute, je vous félicite pour le travail. Je sais que c'est l'équipe, là, mais il y a quand même l'étincelle que vous mettez dans ce projet-là. C'est vraiment apprécié. Bien, je vous remercie, M. Legault, mais c'est aussi que vous donnez une place aussi à la culture. En invitant du monde qui y croit, bien, vous faites déjà acte de résistance. Alors, bravo. Allons-y, merci. Merci.